Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Besma TV. Votre émission témoignage est de retour. Ce soir, nous allons aborder l'actualité du monde arabe à travers les révolutions qui ont commencé depuis le mois de janvier. Pour analyser avec du recul les événements qui ont bousculé la région arabe, nous avons comme invité M. Fadi Hammoud. M. Fadi Hammoud est un journaliste indépendant qui a exercé depuis plus de 28 ans dans le domaine des médias et dans différents papers. Nous avons avec nous mon collègue Mustapha qui va nous participer ce soir à cette émission. Bienvenue Mustapha, bienvenue Monsieur Hammoud. Bienvenue, merci. Pour commencer, on va essayer de préciser les termes. Est-ce que c'est une révolution ou c'est une révolte? Maintenant, on abuse beaucoup du terme révolution. Le terme révolution n'est pas seulement se révolter et changer un président ou changer un gouverneur. Le terme de révolution implique des changements profonds dans la société, dans le régime, le gouvernement, la façon de faire les choses. Ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent dans le monde arabe. Ce qui est arrivé en Égypte, en Tunisie avant, et pourrait arriver dans d'autres pays comme le Yémen ou autres, c'est jusqu'à présent une révolte qui pourrait aboutir à une révolution, oui, ça pourrait aboutir, mais on vient juste de déclencher le processus de changement. On ne peut pas prédire dès maintenant que oui, ça va aboutir et qu'on va arriver à refonder toute la société, tout le système politique d'une nouvelle façon qui n'a rien à voir avec l'ancien régime. Rappelons-nous, la Révolution française a fait passer la France d'un régime royal, l'ancien régime, et on est passé à un régime où il y a des élections, une démocratie, il y a eu avant la terreur, donc des règles de jeu tout à fait complètement différentes. Okay, merci Monsieur Fadi. Mais à ce propos, justement, on se demande, est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'il y avait des prémices à cette révolte ou révolution? Est-ce qu'il y avait des indicateurs qui nous disaient que ça allait se produire à moyen ou à court terme? On peut dire qu'on s'attendait à quelque chose, mais la révolte elle-même, elle n'était pas prévisible. Elle a été une surprise pour tout le monde. Dans le fait comment ça s'est déroulé, ça a surpris beaucoup de monde. Tout le monde s'attendait à ce que cette stagnation dans laquelle le monde arabe tout entier vit depuis 3-4 décennies, ça ne peut pas durer comme ça doit éclater de quelque part dans une certaine forme, mais personne ne s'attendait pas du tout à ce que l'acte que fait Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid va aboutir au renversement de Ben Ali et que le meurtre de Khaled Saïd en Alexandrie allait aboutir au renversement de Hosni Moubarak. Rappelons-nous, ce sont deux dictatures bien ancrées, des présidents autoritaires, un appareil policier très sanguinaire, une répression pas du tout molle. C'était vraiment la répression ultime. Et tout le monde se demandait comment on va en finir avec ça. On ne pouvait pas prédire que des centaines et des millions de personnes vont descendre dans la rue pour renverser tout ça. Okay, justement, en fait, c'était les deux endroits, l'Égypte et la Tunisie, où l'on s'attendait le moins. C'est-à-dire parce qu'il y avait un système policier qui était rigide et bien en place, bien maillé. À ce propos, autant pour la révolution égyptienne que pour la révolution ou révolte tunisienne, est-ce qu'on peut dire que c'est les jeunes ou bien c'est les élites de ces deux peuples qui ont fabriqué cette révolution? C'est le génie d'un peuple qui fait une révolte et une révolution. Ça a été vraiment le génie des peuples en Tunisie, en Égypte et partout qui fait qu'on a inventé une nouvelle façon de faire la révolte ou la révolution. Parce que jusqu'à date, il n'y a pas eu de manifestation en masse
il y a un pourcentage, un grand pourcentage du peuple qui est descendu dans la rue pour vaincre l'appareil policier répressif. En Égypte, à un certain moment, en un seul jour, il y a eu 15 millions de personnes partout dans toutes les provinces et les villes de l'Égypte. 3 millions à Place Tahrir, mais 1 million en Alexandrie et dans les autres villes, il y avait des centaines et des centaines de milliers. Ce qui a fait 15 millions, ça veut dire aux alentours de 20% du peuple égyptien. C'est énorme parce que ce n'est pas une mobilisation ordinaire, c'est vraiment quelque chose de très énorme. On n'a pas vu ça dans les pays de l'Europe de l'Est. La fraction ou le pourcentage de peuple qui a manifesté n'a pas atteint les 20% dans la rue. Et c'est ça le génie, c'est ça qui a permis de vraiment pouvoir vaincre un appareil policier aussi répressif que ces deux pays. Oui, mais dans le monde arabe, depuis notre jeune enfance, on ne cesse de nous expliquer que les élites, en fait, ce sont elles qui vont nous sortir aussi bien du malaise économique, social et politique. Est-ce que dans ces deux événements, en Tunisie et en Égypte, est-ce que les élites de ces deux pays ont participé à la préparation, ne serait-ce que sur le plan théorique ou sur le plan des idées? Est-ce qu'elles ont quelque chose à avoir dans ces deux révolutions? Oui, une partie de l'élite pourrait prétendre à ça, mais malheureusement, l'élite en tant que telle, dans sa grande majorité, non, elle était déjà au service du régime. Si je prends l'exemple égyptien, maintenant tout le monde réclame et dit oui, nous sommes pour la révolution, tratata. Même les organes du régime, les organes officiels, la télé, les journaux, se disent révolutionnaires. Maintenant, c'est très facile parce que ça a réussi, Moubarak n'est plus là. Mais avant, il y avait vraiment une poignée d'intellectuels de l'élite du pays, de toutes sortes, qui étaient contre le régime et qui voulaient le changement. Il y a eu des journalistes courageux, des intellectuels courageux, mais ce n'était pas vraiment le sort de la grande majorité. Malheureusement, elle a été dépassée, cette élite-là. Elle essaie de se rattraper. L'élite politique aussi. Les soi-disant partis d'opposition faisaient belle figure devant un régime autoritaire. Et ils jouaient le jeu. Oui, il y a une démocratie, un multipartisme. Et ça servait comme une drogue pour calmer les gens et leur dire c'est comme ça que ça se joue. Mais une nouvelle fois, le génie du peuple, les jeunes qui ont réinventé tout et qui ont dépassé tout et qui ont risqué leur vie. Il y a eu, n'oublions pas, des centaines et des centaines de morts parmi les manifestants, tués par les balles des forces policières. Et c'est quand ces forces se sont écroulées, n'ont plus pu résister, que les élites ont rejoint. Et même un parti comme les Frères musulmans en Égypte, qui est de loin la deuxième force du pays après le parti au gouvernement, les 5 premiers jours, ils n'étaient pas présents dans les manifs. Ils se disaient, c'est quelques-uns qui vont se retirer. Pourquoi aller affronter le régime à découvert et payer le prix? Mais quand ils ont vu qu'il y avait 1 million de gens à la place Tahrir, là, ils ont voulu se rattraper. Et ça, c'est aussi un autre aspect. En fait, de la même manière, les politiciens, en fait, les gouvernements occidentaux, on a vu qu'au départ, ils ont été surpris. Et puis, par la suite, ils ont essayé de rattraper le coche en essayant d'improviser des politiques par-ci et par-là. Donc, de la même manière qu'ont réagi les élites arabes après coup, les gouvernements occidentaux, on a vu qu'ils ont été surpris au départ et même on a vu de l'improvisation de la part de la France, de la part de l'Europe en général. D'après vous, Monsieur Fadi, quelle a été la réaction de l'Occident par rapport à ces révolutions dont il faut dire qu'ils ont été surpris et ils ont été pas mal surpris?
Ah, tout le monde a été surpris, surtout l'Occident, parce que pendant des années et des années, on a vanté la stabilité de ces deux régimes, la démocratie, soi-disant démocratie qui est là-bas. Ces gouvernements occidentaux, que ce soit la France, les États-Unis ou autres, ont vraiment cru que ces deux régimes étaient éternels. Et que Ben Ali, il est là, il va rester là, et que Moubarak, il est là. Personne là-bas ne s'attendait à un renversement de ces deux autocrates ou dictateurs. Ils ont misé tout sur ces deux régimes. Il y avait beaucoup d'intérêts militaires, politiques, stratégiques, économiques liés avec ces deux dictateurs. La France a été tellement surprise que la ministre des Affaires étrangères, Michel Alliot-Marie, s'est aventurée pour aller en Tunisie passer des vacances comme invité de Ben Ali pendant qu'il y avait la révolte dans les rues des villes tunisiennes et que les gens occupés faisaient tomber le pouvoir ville par ville et village par village. Face à l'inévitable, les gouvernements occidentaux ont reconnu ce qu'ils devaient reconnaître, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas garder Ben Ali, sauf s'il y a un énorme bain de sang. Et c'est pour cela que Ben Ali, comme Moubarak, avait ordonné à l'armée de tirer sur la foule. Et dans les deux cas, l'armée a réagi négativement. Premièrement, l'armée en Tunisie, elle est marginalisée. Rappelons-nous qu'il y a 40 000 soldats seulement face à 150 000 policiers dans les différents services, et qu'elle n'était pas vraiment le chouchou du régime, c'était un régime essentiellement policier, parce que les armées arabes, elles sont toujours source d'inquiétude pour celui qui gouverne, parce qu'elles pourraient faire des coups d'État. Ça fait des cauchemars pour quelqu'un qui règne en termes absolus sur un pays. Et en Égypte, étant un militaire, il sait très bien, Moubarak, qu'est-ce que c'est un coup d'État, comment ça peut être fomenté. Alors, il a gardé l'armée égyptienne aussi en marge. Il ne pouvait pas faire comme Ben Ali, mais elle était affaiblie graduellement au profit des services de police. Il y avait 1,5 million de services de police. Okay, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que en fait, la politique qui a été menée vis-à-vis des révolutions tunisiennes et égyptiennes n'est pas due à l'effet de surprise? Parce qu'on voit présentement, avec la Libye, le Yémen, le Bahreïn, en fait, il y a une autre politique. On laisse aller, il y a un bain de sang, c'est différent. Est-ce que ce n'est pas l'effet de surprise qui a dicté, qui les a fait abandonner leurs plus grands alliés en Tunisie? Ben Ali, c'est le défenseur de la liberté, de la laïcité contre le fondamentalisme musulman. Et Moubarak, c'est le garant de la pérennité de l'État d'Israël. Est-ce que ce n'est pas l'effet de surprise qui les a fait comme abandonner, ou bien c'était une stratégie réfléchie? Non, ce n'était pas une stratégie dans le sens d'une stratégie ordinaire, mais c'était une réaction face à l'inévitable. Parce que le choix était le suivant, que ce soit en Tunisie ou en Égypte. Ou bien l'armée accepte de tirer sur la foule comme le voulaient Moubarak et Ben Ali. Et donc, il y a un risque d'effritement dans l'armée, et comme ça s'est produit en Libye. L'armée va se scinder, il y en aura des gens qui vont se ranger avec les manifestants, avec la révolte, et il y en aura d'autres qui vont tirer sur la foule, et là, on aura l'anarchie totale dans un pays qui est un allié stratégique. Et là, l'espoir chez les Américains et les Français, c'était on élimine la tête du régime, on confie le pouvoir à l'armée avec des anciens dignitaires du régime, et on essaie de contenir la poussée révolutionnaire qui est dans le pays. Comme ça a été fait en Égypte ou en Tunisie, il y a le conseil militaire en Égypte qui a pris le pouvoir et il gouverne par des décrets. Ça n'existe pas dans la Constitution, mais c'était un rempart pour les Américains. L'armée égyptienne est un allié. Il y a les anciens dignitaires qui vont essayer de conserver l'essentiel de ce régime, des intérêts, des politiques, etc. On peut sacrifier un personnage, surtout s'il est vieillard et il devrait être remplacé un jour ou l'autre. Mais
De là à dire que les Américains l'ont lâché parce qu'il y avait une stratégie bien pensée, non. On a improvisé. C'est après la chute de Moubarak qu'on a élaboré la stratégie qui va être appliquée en Libye, au Bahreïn, au Yémen. C'est là qu'il y a une nouvelle, vraiment, stratégie dont on peut parler. Là-bas, c'était des réactions au cas par cas. Ok. Donc, si les Américains, les Européens en général, ils avaient prévu en fait que ça allait se passer comme ça, est-ce qu'on aurait pu s'attendre à un autre scénario pour l'Égypte et pour la Tunisie? Ben, je doute parce que vraiment, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Imaginez l'Égypte sombrer dans un scénario à la libyenne. C'est-à-dire, quand le Moubarak, maintenant, il y a des documents qui sont sortis qui disent que Moubarak avait ordonné à Tantawi, le ministre de la Défense, d'aller occuper la place Tahrir. Et quand il y a eu les avions et les hélicoptères qui ont survolé la place à basse altitude, parce qu'il avait donné l'ordre d'évacuer la place avec le feu s'il est nécessaire aussi, bombarder la place. Et là, Tantawi lui a dit non, on ne fait pas ça. Le risque, c'était le suivant. Il savait très bien que l'armée égyptienne, les petits gradés, c'est-à-dire major et en bas, jusqu'à lieutenant, ils pouvaient en grand nombre ne pas suivre les ordres. Dès que tu envoies l'armée dans la rue, le pouvoir se déplace du palais jusqu'à celui qui est dans la rue et qui tient la mitraillette. C'est lui qui décide le sort du régime. Si les lieutenants et les capitaines et les majors ne veulent pas suivre les ordres, ne veulent pas tuer leur peuple, parce que rappelez-vous, ce sont des gens issus du peuple. La mission d'une armée, c'est pas la répression. On forme les soldats pour défendre le pays. Donc, dans leur tête, c'est pas concevable, ça fonctionne pas de la même façon que le policier. Le policier, non, c'est une autre formation. Et là, il y avait un grand risque. Ils savaient bien que l'armée était tenaillée par des courants différents. Pour garder la cohésion du pays, de l'armée, de l'État, ils ont accepté cette abdication de fait qui était inévitable. Mais après, on appuie Tantawi quand il dit, il a fait un décret il y a 2 semaines interdisant toute manifestation, toute grève. C'est interdit par la loi maintenant. Mais quand même, ça se fait chaque jour. Il n'arrive pas à contenir la poussée populaire et la pression qui vient de la rue, qui demande tout le temps de changer. Il essaie de le faire au goutte par goutte. C'est ça la tactique qu'ils ont utilisée jusqu'à présent. En fait, toujours dans le cadre de la réaction de l'Occident et son rôle hypothétique dans les révolutions arabes, il y a en fait des thèses et des hypothèses qui ont été émises par des gens plus ou moins connus ou reconnus qui disent que en fait toutes ces révolutions arabes, elles ont été préparées, manigancées, bien préparées par l'Occident. En fait, c'est la théorie de la conspiration. C'est la CIA, le Mossad, l'Union européenne qui ont tracé, en prenant en fait des indices par-ci et par-là. Est-ce qu'il y a une probabilité, est-ce que ce scénario est vraisemblable selon ce qu'on a vécu depuis le mois de janvier? Non, je crois que c'est une insulte aux gens qui se sont battus dans la rue, des millions et des millions de personnes, de dire que c'était un complot. Non, c'est l'Occident qui veut dire nous sommes pour la démocratie, refaire une belle, une belle réputation parce qu'ils ont soutenu Ben Ali et Moubarak jusqu'à la dernière seconde. Ils essayaient de voir s'ils pouvaient se maintenir sans ruiner le pays. Parce que, comme je disais, l'Égypte, c'est un allié de grande importance, c'est un pilier, le premier pilier de la politique américaine dans la région. C'est le pays le plus important par son poids démographique, économique et stratégique dans la région. Israël a pleuré Moubarak. Le président d'Israël, Shimon Peres, sa réaction dès le début, il l'a déclaré publiquement en disant « Je préfère un dictateur à mes côtés qui soit mon allié à une démocratie qui va devenir mon ennemi. »
Je m'en fiche de ça. L'ex-ministre travailliste Benjamin Ben Ali Azar a décrit Moubarak comme étant un trésor stratégique pour Israël. Et rappelez-vous, Moubarak était un allié d'Israël contre Gaza, contre les Palestiniens, contre l'Iran, contre la Syrie, le Hezbollah, contre tout le monde. Pour eux, même on découvre maintenant des documents selon quoi l'armée n'approuvait pas du tout la politique que faisait Moubarak. Il se disait, il y a des limites, on ne peut pas aller comme ça. On doit se retenir un peu. Mais sous la pression du président, parce que dans le système égyptien, le président c'est presque tout, et il poussait les choses dans cette direction. Non, l'Occident ne voulait pas du tout de cette révolte démocratique, il voulait garder les dictatures, mais la thèse de complot, je comprends, parfois les gens n'arrivent pas à croire que oui, on peut faire quelque chose. En fait, c'est pas Wikileaks qui a déclenché toute cette marée de révolution. Non, mais Wikileaks a joué un rôle très important dans le sens qu'elle a confirmé avec des documents à l'appui ce qu'on savait déjà en tant que rumeur. Rappelez-vous, quand on disait en Égypte, les gens disaient que Safwat Sharif a assassiné Souad Hosni à Londres. Il était accusé depuis des années de ça. Maintenant, il est traduit en justice pour ce crime-là. On soupçonnait la famille Moubarak de détourner des milliards et des milliards. On découvre les documents qui prouvent ça à l'appui. L'attaque contre l'église des Deux Saints à Alexandrie au début de 2011. Les gens ont réagi instinctivement en disant c'est le régime qui a fait ça. Ils ont découvert les documents dans le siège central de la sécurité centrale, qu'il y avait une cellule reliée au ministre de l'Intérieur qui était chargée à travers certains éléments fondamentalistes, salafistes, de mettre des bombes. Et ils ont fait ça contre l'Église avec des noms, on a tout comme document. Et ils avaient fait une en 98 pour venger Jamal Moubarak contre le partenaire de son père parce qu'il lui a éliminé une part de la commission sur le contrat de gaz à Israël. Et il y a eu 88 morts dans l'attentat que personne n'arrivait à comprendre pourquoi ça a eu lieu. Je crois que Mustapha, tu veux poser une question? Oui, merci Mohamed. En fait, j'ai préparé pour vous, Monsieur Hamoud, quelques questions. En fait, je commence par une petite question. Vous savez, l'année 2011, c'est l'année du monde arabe, la révolte du monde arabe. Alors, ils disent que c'est l'année de printemps arabe, mais apparemment, le printemps de cette année, il est chaud, il est long aussi. Oui. Alors, si on fait une petite comparaison entre la révolte entre la Tunisie, l'Égypte et la Libye, où on peut trouver le président Kadhafi? Dans quelle échelle on peut placer Kadhafi entre ces trois révoltes, en fait? Kadhafi est plus problématique pour tout le monde, que ce soit l'opposition ou que ce soit l'Occident ou le régime. Si on prend l'exemple libyen, il y a des choses qui ne sont pas jusqu'à présent élucidées comme il faut. Ça a commencé comme en Égypte et comme en Tunisie par une simple affaire. Un avocat des droits de l'homme qui enquêtait, qui représentait les familles des victimes du massacre des prisonniers de la prison d'Abu Salim en 1996. 1260 prisonniers politiques, la plupart, ont été massacrés par les forces de sécurité en prison. Et lui, il est représenté un avocat qui s'appelle Abdel Jalil. Quand il a été arrêté, il y a eu une réaction à Benghazi. Son clan, ses amis, les gens qui défendent les victimes de la répression, les droits de l'homme, et ils ont manifesté et ça a grandi, ça a grossi, toute Benghazi est sortie. On a renversé, ils ont envahi la prison, libéré Abdel Jalil, les forces de l'ordre se sont écroulées. Ça, c'est compréhensible. Comment on est passé d'une révolte populaire de masse à une insurrection armée? C'est ce qui n'est pas très clair. Et comment le ministre de l'Intérieur de Kadhafi, qu'on disait au début qu'il a été mort et assassiné, et Kadhafi est passé à la télé pour pleurer Abdel Fattah Younes, mon copain d'armes, qui a été avec lui dans le coup de 69,
Et soudainement, 2 semaines après, Abdel Fattah Younis est bien vivant, il est le chef des forces rebelles. Ça, c'est une première. La deuxième, le ministre de la justice de Kadhafi. On parle de 2 choses. Intérieur et justice, l'appareil répressif. Lui, il préside le conseil de transition. Et lui, c'est un proche de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Bon, ça c'est une deuxième chose. Il surgit soudainement et il préside un conseil de transition. Les jeunes et l'avocat et tous les gens qui s'intéressent aux droits de l'homme, ils ne sont plus présents. On ne les voit plus. Ils ont été mis à l'écart. Peut-être qu'ils se battent, on ne sait pas, mais il n'y a pas de source qui confirme qu'est-ce qui s'est passé. Troisième élément surprenant, l'ancien commandant des forces libyennes au Tchad, le colonel Khalifa Haftar, qui a été emprisonné au Tchad et puis a fait dissidence et est passé aux États-Unis. Soudainement, il revient des États-Unis et il tient le commandement militaire des forces là-bas. Donc, on voit là des éléments qui portent à soupçon. Deuxième chose, il y a la décision de la Ligue arabe qui a été prise très surprenante. Ça n'a pas de précédent dans l'histoire. Suspendre un pays membre de la Ligue arabe à la légère, comme ça, ça a été fait malgré les réserves de l'Algérie et la Syrie. La décision a été prise. On demande une résolution qui demande aux Nations Unies de protéger les civils en Libye. Pourquoi la Ligue arabe ne peut pas les protéger? Pourquoi les 2 pays à côté, l'Algérie et l'Égypte, ne coopèrent pas pour prendre des mesures pour forcer la main à Kadhafi de ne pas tirer sur sa population? Pourquoi on doit recourir à l'OTAN qui fait des frappes aériennes aveugles pour protéger les civils de Benghazi? Il va massacrer les civils de Tripoli. Mais là, il y a aussi des victimes civiles. Bon, Kadhafi est un dictateur sanguinaire, on le sait. On n'a pas de sympathie pour lui, c'est vrai. Il menaçait et il a rendu un grand service aux Américains et surtout à Sarkozy pour leur donner un alibi pour aller bombarder la Libye, parce qu'il a menacé Benghazi et il a dit aux gens, je vais vous tuer, etc. Vous n'avez d'autre issue que de fuir le pays. Le peuple libyen, maintenant, il est pris entre 2 mots, vraiment 2 choix qui ne sont pas des choix, c'est 2 très mauvais choix, ou bien Kadhafi avec sa dictature sanguinaire, ou bien l'intervention armée qui met le pays dans une situation qui nous rappelle un peu ce qui s'est passé en Irak dans les années 90. No-fly zone, interdiction de survol, mais en même temps des frappes aériennes chirurgicales, mais il y a des dommages collatéraux qui sont des civils tout le temps. Et les forces de Kadhafi jusqu'à présent, selon les Américains, elles sont capables toujours de se battre. C'est très étrange ce qui se passe là-bas. Mais est-ce que cela n'est pas dû justement au réveil de l'Occident qui a vu plus clair, qui a dépassé la phase de surprise, et là il peut faire des actions réfléchies, et en fait l'absence du monde arabe, que ce soit des peuples ou des gouvernants qui eux-mêmes ont peur de subir le même sort. Est-ce que c'est parce qu'on voit que Kadhafi, en fait, il bombarde, il est bombardé tantôt, et on voit qu'il y a comme une avancée, du recul. C'est comme si il y a quelqu'un qui tient une minuterie quelque part et qui décide en fait de prolonger ce scénario. Est-ce que l'Occident, il aurait pu mettre fin avec le blocus aérien, le blocus sur l'importation des armes, etc. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu mettre fin à cette guerre civile, appelons les choses par leur nom? Oui, c'est une guerre civile. S'ils voudraient, ils peuvent arrêter ça. Comme je dis, les pays arabes peuvent intervenir et ils sont 10 fois plus efficaces que les Occidentaux parce qu'ils peuvent mettre des pressions sur Kadhafi et ça compte pour lui. Une pression de la part des 2 pays voisins, ça compte énormément pour lui parce qu'avec l'OTAN, il sait qu'il n'y aura pas d'invasion terrestre et si jamais il sera le champion de la résistance contre l'occupant étranger. Et là, la plupart des gens vont se relier à la résistance. Ils vont oublier tout le problème d'avant. On l'a vu partout. Les gens ne veulent pas que le pays soit occupé par des forces occidentales.
Les Américains, à un certain moment, ont arrêté les frappes aériennes en disant le climat n'est pas favorable, le temps, les conditions aéronautiques n'étaient pas favorables et il faisait un très beau temps. Ils ont laissé le temps à Kadhafi pour récupérer ses forces, les recentrer et attaquer de nouveau. Ils veulent que ça dure. Il y a des intérêts énormes. Et rappelons-nous, l'Occident ne paye pas les frais de son attaque maintenant. Les Émirats arabes unis et le Qatar ont décidé de payer jusqu'au dernier sou tous les frais d'une guerre, comme en 91. Les pays arabes, le Koweït, l'Arabie saoudite, les Émirats et les autres, ont payé les frais de la guerre et les Américains ont encaissé plus que les frais. On se rappelle une dizaine de milliards de plus. Donc, ça sert à qui ça? On doit se demander. Ce n'est pas juste une action humanitaire. Il n'y a rien d'humanitaire dans ça. Surtout l'attitude française, elle rappelle que Kadhafi, il y a eu des problèmes avec lui et la France. À la fin de 2010, il a abrogé 2 contrats d'achat de Rafale et de Mirage à la France. Il a refusé un contrat à Total. Alors, sous les bonnes intentions françaises, il y a des contrats comme d'habitude. En fait, ce qui nous amène à poser la question, en fait, il y a des similitudes entre la Libye, d'une part, et jusqu'à un certain point de vue, à la Syrie et le Yémen. En fait, cette similitude, la société libyenne est constituée de tribus. La Syrie, ce n'est pas des tribus, mais c'est des groupes religieux. Le Yémen, c'est pareil, c'est des tribus. Est-ce qu'il y a une possibilité de la libyisation de la Syrie, parce que la révolte, elle s'est déclenchée en Syrie. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait le même scénario en Syrie et au Yémen? La contre-attaque américaine qui a été déclenchée par les pays arabes, la contre-révolution a commencé par le Bahreïn. L'invasion des forces saoudiennes et des Émirats arabes unis, le jour même de la visite du ministre de la Défense américaine, Robert Gates. Et ça a été un signal qu'on va mettre fin à cette révolte arabe. Kadhafi a rendu service dans ce sens-là, où il a résisté avec force à cette vague qui commençait à déferler sur la Libye et sur d'autres pays, et en disant à ceux qui veulent se révolter, écoutez, ça pourrait vraiment tourner à une guerre civile. Rappelons-nous, au Bahreïn, les pays du Golfe ont dit que c'est la faute à l'Iran. Malgré que les problèmes du Bahreïn, les demandes de l'opposition sont pareilles depuis 1970. Avant la révolution iranienne, c'était comme ça durant l'occupation britannique. Elle était sous protectorat britannique. C'était pareil, les mêmes demandes, les mêmes problèmes. Ça dure depuis au moins 45 ans. Au Yémen, on a des tribus. Un problème tribal, un problème régional, le nord, le sud, un problème parfois religieux, les Houthis, les autres. Mais il y a surtout la menace que pose le Yémen pour la stabilité de l'Arabie saoudite. Il y a 2 portes qui sont chaudes pour l'Arabie saoudite, le Bahreïn et le Yémen. Ça les menace. Ça fait vraiment... et c'est pour cela que dans la contre-attaque américaine, là, on dit, dans ce pays-là, en Libye, Kadhafi doit quitter aujourd'hui, maintenant, il n'a pas de choix. Au Yémen, on dit à la position, non, 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 il ne faut pas renverser le régime. Vous allez négocier avec lui et lui, il va organiser un transfert de pouvoir au vice-président. Ce n'est pas pour cela que se bat le peuple yéménite. Il en a marre de Ali Abdallah Saleh et de son vice-président que personne n'a vu sa photo depuis 20 ans. Il fait bonne figure aux côtés du président, mais c'est pas pour avoir Mansour Abdrabou Hadi que les gens se battent et se tuent, se font tuer dans les places publiques du Yémen. En Syrie, le problème est d'un autre ordre. En Syrie, il y a une gronde populaire, il y a des demandes,
Mais en Syrie, le régime a commencé à accepter les demandes et à faire un calendrier pour l'exécution. Aujourd'hui, le président syrien, il a dit le calendrier que la tâche du nouveau gouvernement, dans un discours au gouvernement, il a dit qu'on va lever l'état de siège, le remplacer par une autre loi. Il y aura une autre loi pour les partis, une autre loi pour les médias, la liberté d'expression, et il a ajouté une chose, une autre loi électorale. C'était pas demandé, mais en fait, les présidents arabes, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à faire des promesses. En fait, et la rue arabe, elle a vu l'exemple de l'Égypte et de la Tunisie. Ils ont dit pas de promesses, on veut le départ tout de suite. Et c'est le seul langage que les deux ex-présidents ont compris. Est-ce que la rue syrienne peut prendre une chance et attendre les promesses du président syrien, ou est-ce qu'elle devrait pas faire, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle refuse comme ont refusé les Égyptiens et les Tunisiens? La rue en Syrie n'a pas exigé jusqu'à maintenant le départ du président. Ce n'est pas un slogan qui a été scandé vraiment en masse. D'autant plus que les manifestations qui ont eu lieu en Syrie, en dehors de Daraa, la ville où il y a eu le premier problème et qui était traditionnellement un des fiefs du régime. Rappelez-vous, cette région, elle est très représentée dans les différents échelons du régime syrien. Le vice-président Farouk Shara est de cette région. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Faisal Maqdad, et ainsi de suite, dans les services de sécurité aussi. À l'extérieur, il n'y a pas eu de manifestation monstre comme ça a eu lieu en Tunisie et en Égypte. Ils n'ont pas demandé le renversement du régime. À chaque fois, c'était on veut la liberté, la dignité. Si on revoit les slogans que les manifestants scandent, ils disent Sha'b Souri ma biendal, le peuple syrien ne peut pas être humilié. Ils rejettent l'humiliation qu'ils subissent par les forces de sécurité. Ils demandent la liberté. Ils demandent des changements dans le régime, mais jusqu'à date, on n'a pas vu une vraie demande pour renverser le régime et que le président doit partir. Le slogan « Irhal » n'est pas sorti. « Al-Sha'b yurid isqat al-nizam » ce n'est pas le slogan des manifestants en Syrie. Quand ça deviendra comme ça, on pourra dire « oui, ce n'est pas lui qui peut opérer le changement ». Et les promesses, ce n'est pas des promesses à long terme. Il a promis avec un calendrier très serré. On parle d'un mois pour exécuter les choses. Déjà, il y a une pression et lui, il réagit à la pression. Et il y a parmi les opposants traditionnels et historiques, parce qu'en Syrie, c'est différent. L'élite syrienne, elle est dans le combat, elle n'est pas à l'extérieur, comme l'élite égyptienne. Il y a plein d'intellectuels en Syrie qui rentrent et sortent de prison depuis des années. Et eux autres, ils ont demandé de faire la transition avec le régime, de la négocier avec lui. Parce qu'en Syrie, il y a des tribus, il y a des régions, il y a des communautés religieuses, un équilibre très fragile. Et rappelons-nous, il y a le Liban, l'Irak d'un côté, donc les Américains sont présents, les tanks américains, c'est sur les frontières syriennes. Et il y a Israël. Et la Syrie, c'est très délicat et les gens sont conscients. La population se rend compte que c'est un régime, pas comme l'Égypte. L'Égypte, c'était un régime allié à Israël. Ça, c'est le régime qui a incarné la résistance aux Américains et à Israël. Et c'est très différent dans la perception même de l'opposition. Revenons un petit peu au Maghreb. On va parler de l'Algérie et du Maroc. En fait, l'Algérie, c'est le voisin de la Tunisie. On se pose la question, la révolution tunisienne, elle n'a quasiment pas eu d'impact. On a vu des manifestations en Algérie, quasiment des groupuscules. Ce n'était pas très important. À quoi c'est dû ce phénomène? En fait, l'Algérie qui est comme de nature révolutionnaire après sa révolution historique qui est contre les Français.
Et puis le soulèvement populaire de 88, à l'époque, ça fait 20 ans, en fait, c'était comme, je pourrais dire que c'est le précurseur des révoltes arabes actuelles. Mais pourquoi cette fois, en fait, on n'a pas vu, de contagion vers l'ouest, l'Algérie et le Maroc? À mon avis, s'il n'y a pas eu de contagion aujourd'hui en Algérie ou au Maroc ou dans les pays du Golfe ou en Irak, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Quand les conditions seront réunies, ça va arriver. Chaque pays a des conditions bien spécifiques à lui. Le degré de la dictature, le positionnement du régime sur l'échiquier régional et international, le degré de liberté dont on jouit dans un certain pays. Rappelez-vous, dans un pays où on peut critiquer le régime et sans être torturé ou mis en prison, c'est pas pareil comme dans un régime à l'égyptienne ou à la libyenne. Là-bas, il a traité Kadhafi, ses opposants, de rats, de chiens enragés, etc. On connaît la musique. Mais aussi, il y a l'expérience du pays. L'Algérie a la mémoire tout aussi fraîche des événements des années 90. La guerre civile qu'elle a vécue, ça pousse aussi les gens à dire s'il y a une voie moins coûteuse, pourquoi pas? Comme en Syrie, on dit on va faire pression sur le régime pour qu'il change de l'intérieur. On ne veut pas faire éclater le pays et suivre l'exemple irakien ou libyen, ou le Liban, parce qu'un pays comme la Syrie, il a vécu deux voisins, les deux pays voisins ont vécu des guerres civiles très atroces. Ils voient maintenant en direct la guerre de la Libye. Au Maroc aussi, les conditions internes, elles ne sont pas mûres de la même façon, mais ça viendra, parce que ça crée une époque. Ce qui arrive quand plusieurs pays arabes sont en train de changer, de se révolter, ça crée une atmosphère générale dans la région. Et l'échange d'idées, de perception de comment on doit gérer un pays, c'est quoi les droits des peuples, c'est quoi un citoyen et c'est quoi ses droits, qu'est-ce qu'il a face au pouvoir. Ça commence à contagier. Comment ça va se développer? Ça va tiendre aussi du degré de résistance de la part des gouvernants. Ceux qui vont tirer sur les gens, sans négocier, sans parler, sans changer, ils vont accélérer le processus plus que d'autres. Oui, merci. La question que je me pose, c'est que les régimes qui ont été changés, qui ont été exclus du pouvoir de Hosni Moubarak et Ben Ali, en fait, c'est des régimes qui datent de au moins 2 à 3 décennies. Est-ce que ces gens, en fait, Hosni Moubarak est parti, Ben Ali est parti, mais en fait, tout son entourage, presque la quasi-totalité de leur entourage, sont encore en Égypte et en Tunisie. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une machine arrière C'est quoi le risque d'avoir une machine arrière en Tunisie et en Égypte? Ben, partout, il y a un risque que la contre-révolution gagne du terrain ou gagne pour un certain moment. Une défaite ne pourrait pas être exclue. Ce n'est pas le peuple, comme dans les romans, qui passe d'une victoire à l'autre. Non. La lutte, elle peut avoir des hauts et des bas. Mais il y a une chose qui a été acquise, et ça, c'est on ne peut pas le régresser. On ne peut pas faire retourner l'heure avant la chute de Ben Ali. Le mur de la peur des régimes et de l'appareil répressif dans toute la région, il s'est écroulé. L'intériorisation de la peur, de la crainte du régime, de ne pas sortir dans la rue appartenait aux services secrets et aux policiers. Non, ce n'est plus le cas. Les gens sortent, même en Algérie, les gens manifestent. Au Maroc, au sultanat de Oman, ils manifestent. En Arabie Saoudite, ils manifestent. C'est en petit nombre, mais ça existe. La peur généralisée qui paralyse les gens, on l'a vaincue maintenant. On ne peut pas retourner en arrière dans ce sens. Est-ce qu'on va gagner tous les combats? Moi, je crois que c'est un processus qui va prendre son temps et ça va aboutir à un changement plus radical que ce que l'on vit. Combien ça va prendre, on ne peut pas prédire.
On ne peut pas dire qu'au bout d'un an ou au bout de 6 mois ou au bout de plus qu'un an. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les gens se mobilisent maintenant, sont très conscients du pouvoir qu'ils tiennent en leurs mains, juste dans le fait qu'ils se rassemblent et occupent la place publique et disent ce qu'ils veulent vraiment, insistent sur leurs demandes. Justement, est-ce que le passage d'une dictature par le bâton vers la démocratie, est-ce qu'on doit obligatoirement passer par la dictature de l'anarchie? Est-ce qu'on ne peut pas éviter l'anarchie en Égypte et en Tunisie, par exemple, pour parler de ces deux pays? On peut certainement l'éviter, mais ça va dépendre beaucoup des gouvernants. Parce qu'en Égypte, on joue la carte de l'anarchie. On joue la carte à dire, écoutez, le seul rempart entre vous et l'anarchie, c'est une dictature militaire. On remplace Moubarak par les généraux, de nouveau. On est toujours dans le système de la révolte du coup d'État de Nasser en 1952. Rappelons-nous, les généraux, le système qui est en place, c'est issu de ce coup d'État-là. Nasser avait sa grandeur, avait ses exploits dans tous les domaines, il avait une aura. Il était accepté du peuple, mais les gouvernants actuels, depuis Moubarak jusqu'à aujourd'hui, n'ont rien à se vanter. Ils sont des gens très fades, comme Ben Ali, comme Moubarak, comme d'autres. Ils ne peuvent pas dire au peuple « j'incarne quelque chose qui répond à vos attentes ». Ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'ils veulent faire peur. On laisse les criminels sortir, les criminels... Il y a un taux de criminalité qui est rampant en Égypte maintenant. Et c'est voulu. Soudainement, les salafistes en Égypte attaquent les gens. Ça fait des lustres qu'ils ne sont pas apparus. Maintenant, ils apparaissent. Merci, Monsieur Hamoud. On ne peut pas parler de la question des révolutions arabes sans parler du rôle des médias. Justement, mon ami Mustafa, qui s'intéresse beaucoup aux médias, a une question dans ce sens. Oui, merci Mohamed. Voilà donc, Monsieur Fadi Hamoud, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes très reconnu dans le monde occident par des critiques bien pointues sur le monde arabe. D'après vous, est-ce que les médias arabes, ils ont bien joué leur rôle ou bien, sachant qu'il y a plus que 500 chaînes arabes satellites, ça d'après les statistiques de 2009. Donc, est-ce que vraiment les médias arabes, ils ont joué leur rôle? On ne peut pas généraliser, dire les médias arabes en général, mais par rapport à leur nombre, à leur oui, nombre. Mais il y a des médias qui ont bien fait leur travail, oui. Mais la majorité écrasante, on peut dire que non. Il y a des médias, à un certain moment, on a appelé la révolution égyptienne et tunisienne les révolutions Al Jazeera. Parce que Al Jazeera a très bien couvert ces deux événements d'une façon positive envers les demandes des manifestants, etc. Mais ce n'était pas fait par Al Jazeera. Il y a d'autres qui ont joué un rôle négatif, qui étaient du côté de Moubarak, de Ben Ali, pas seulement les organes officiels, même des chaînes privées, partout dans d'autres différents pays arabes. Ça a été le cas. Il y a des médias, surtout les chaînes satellites. C'était vraiment l'occasion rêvée par toutes les chaînes satellites pour se faire prévaloir, qui étaient présentes dans ces territoires-là, dans ces théâtres de combat, et qui ont joué un rôle assez bien. Elles n'étaient pas vraiment comme Al Jazeera présentes partout en même temps, parce qu'ils ont des moyens énormes, Al Jazeera, mais elles ont couvert l'essentiel de l'actualité, surtout en Égypte, parce que la Tunisie a pris beaucoup plus les gens au dépourvu. Même les médias n'ont pas réussi à couvrir les détails de ce qui se passait en Égypte, en Tunisie, pardon, comme ils l'ont fait pour le cas de l'Égypte. Il y avait des centaines de chaînes satellites présentes sur la place Tahrir, avec les caméras 24 heures sur 24. Mais en général, je pense que ça va affecter le mode de fonctionnement des médias. Ça va avoir un impact beaucoup plus positif, j'espère, pour comment les médias vont essayer de couvrir la réalité dans le monde arabe. Parce que rappelez-vous, la peur n'est pas seulement le lot du peuple ordinaire, les médias aussi.
les médias, dans leur grande majorité, respectaient ce que veut dire le gouvernant, les classes dirigeantes. Non, en fait, parce qu'on a posé cette question parce qu'en fait, les meilleures scènes, ils sont filmées par des amateurs, en fait, par des gens qui ont assisté pendant les manifestations, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a posé cette question, comment ça se fait qu'il y a plus que 500 chaînes arabes satellites, ils n'arrivent pas à vraiment à intervenir ou bien à filmer tous tous les événements, etc. Ils ne peuvent pas suivre tous les événements. Bon, on a une autre question, mais en fait, d'après les journalistes ici, d'après les médias soi-disant occidentaux, ils disent que dans 2020, cette révolte-là, ça va transférer ici, dans le monde occidental. D'après vous, est-ce que ça va arriver ou... Notre révolte, elle est bien en retard. La révolte arabe, elle demande ce qu'il y est déjà dans beaucoup de pays, c'est-à-dire la liberté, l'égalité devant la loi, la démocratie, vraiment rattraper au niveau politique, se rattraper par rapport au monde. L'Amérique latine l'a déjà fait, la région arabe a traîné dans ce sens-là. L'Occident l'a fait il y a très longtemps. Ils améliorent leur démocratie sans tirer sur la foule. Chez nous, le lot des opposants est toujours la torture et la mort sous la torture. C'est pas naturel. À un certain moment, il y avait plus d'intellectuels arabes entre Paris, Londres, Rome, etc., qu'il y en avait dans le monde arabe dans les années 70. Très bien, donc apparemment nous sommes en retard, c'est pour ça que... Très bien, donc ma dernière question, Monsieur Mohamed, s'il te plaît, c'est ma dernière question, en fait, où va le monde arabe actuellement là? Il va vers un grand combat. Le monde arabe est vraiment entamé depuis l'affaire de Mohamed Bouazizi, depuis son acte qui devient vraiment un événement déclencheur, une date qui va être rappelée par tout le monde dans le monde arabe, parce que à partir de ce moment-là, le monde arabe a embarqué dans une aventure pour se démocratiser, se libérer. Si c'était dans les années 50, le combat des peuples arabes était pour l'indépendance, la liberté du colonialisme occidental. Maintenant, c'est le deuxième moment, le grand moment dans l'histoire des peuples arabes au XXe siècle et XXIe, qui est de se libérer de l'oppression des régimes arabes, de les démocratiser, de libérer l'homme arabe, d'établir des règles de jeu qui respectent la dignité de tous, l'égalité de tous, parce que nous sommes des sociétés extrêmement inégalitaires. Il y a 1 millier de familles qui tenaient le vrai pouvoir et la vraie richesse en Égypte, un pays de 85 millions. 1 millier de familles alliées à Moubarak. Et le reste, ils n'avaient rien. La justice sociale, tout le monde la demande. Une meilleure répartition des richesses, ça c'est une demande cruciale partout qui se répète. Tout le monde se plaint de ça, il l'exprime de différentes façons, mais c'est au cœur de ce combat. Moi, j'espère de toutes mes forces, j'estime que j'ai été chanceux de vivre ça, cette époque-là, et j'espère que ça va aboutir bientôt partout. Okay. Mais justement, si on parle de nation arabe qui est principalement formée de jeunes, on ne peut pas ne pas rendre hommage à ces jeunes qui ont fabriqué ces révolutions. On a vu sur la place Tahrir des jeunes qui se sont mariés sur la place Tahrir. On a vu des bébés de 1 mois. Il y a juste les accouchements qu'on n'a pas vus sur la place Tahrir. Est-ce qu'on est naïf de croire à ces jeunes arabes? Quand je dis jeunes, je parle de 30 ans et moins. Est-ce qu'on est naïf de croire que l'avenir passe par ces jeunes-là? Non, c'est pas de la naïveté. Rappelez-vous, les grands événements, les grandes révoltes, les grands exploits, c'est les jeunes qui le font. Les révolutions en Algérie, dans tout le monde arabe, les sacrifices pour se battre contre l'occupant, contre le colonisateur, c'était des jeunes de 20 ans.
vraiment des jeunes qui ont changé la vie de leur peuple et de leur pays. Et c'est pour cela, oui, les jeunes, la jeunesse arabe qui se bat partout, pas seulement elle, c'est vrai, mais c'est elle qui forme le gros contingent dans ça. On a vu aussi à Place Tahrir et ailleurs des vieillards, des femmes de ménage ordinaires. Je me rappelle très bien cette femme de ménage qui disait, je grondais mes enfants, je leur demandais de ne pas aller à Place Tahrir. Parce que j'avais peur pour qu'il ne leur arrive quelque chose et je croyais que ça ne va pas aboutir. Mais après j'ai réalisé qu'ils avaient raison et moi j'avais tort. Ça englobe maintenant toutes les couches sociales et toutes les tranches d'âge. Pour conclure, je vais vous poser la question, je sais que c'est très difficile, celle du pronostic. C'est quoi le meilleur des scénarios qui est plausible et c'est quoi le pire scénario envisageable pour les révolutions arabes? Ben, je crois que le combat est juste au début. Il vient juste de commencer. Il ne se résume pas dans ce qui a été achevé, réalisé jusqu'à maintenant. On le voit d'ailleurs en Égypte. Chaque vendredi, il y a une grande manif qui demande et exige certaines choses. Et elle force le pouvoir militaire à les donner. Dans d'autres pays, il y a des combats qui se déclenchent, d'autres qui commencent à prendre plus d'élan, d'autres qui régressent, comme au Bahreïn. Mais ça va être un peu compliqué, ça va être un peu douloureux, j'espère le moins possible, mais ça va aboutir parce que ça chamboule un grand ordre régional. L'ordre régional qui s'écroule avec Moubarak, c'est l'ordre de domination américaine sur la région. Et c'est pas mince cette affaire-là. Mais je suis plein d'espoir que ça va aboutir cette fois. Inch'Allah. Merci, Monsieur Hamoud, pour avoir partagé avec nous votre analyse sur la question arabe. Merci, Mustapha, pour ta participation dans cette émission. On va finir cette émission en nous inclinant devant la mémoire des martyrs de toutes les révolutions arabes. Beaucoup de respect, en toute humilité. Et quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Témoignage. Bonne soirée.